Voilà, donc nous avons la joie d'accueillir ce soir Jacques Attali autour du thème de la fraternité pour ouvrir un cycle de 4 conférences sur cette fraternité. Il nous a semblé bon ces derniers mois, après ces derniers mois un peu chaotiques, et le maintien des gestes barrières, de consacrer ces conférences avec l'enjeu renouvelé de la fraternité. Ici même, la question de la fraternité est au cœur de notre vie spirituelle. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes religieux missionnaires de 1600 à travers le monde, parmi eux 200 Français, et nous avons diverses missions à travers le monde. En France, entre autres, mission d'éducation auprès d'apprentis d'Auteuil, dans des paroisses en milieu interculturel, auprès de personnes à la marge et bien d'autres choses. Il y a en 2020 eu un appel du pape François à la fraternité, Fratelli Tutti, et je cite simplement une phrase de lui: rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Voilà. Ce soir, on va laisser la parole à Jacques Attali. Vous venez de faire paraître un ouvrage Faire réussir la France. Alors, est-ce que la fraternité est une manière de faire réussir la France aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Je vous remercie, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être des vôtres. Je vais peut-être parler une petite demi-heure. Non, je ne vais pas le retirer. Pardonnez-moi, mais je préfère je pourrais, mais je pense que ce n'est pas raisonnable. Je vous demande de le garder aussi, malheureusement. C'est un thème qui m'est très cher depuis très longtemps. J'ai d'ailleurs publié un de mes livres sous ce titre de fraternité avec un S il y a 20 ans. Et vous ne m'entendez pas? Ah, alors peut-être que le micro ne fonctionne pas. Vous m'entendez mieux comme ça? Oui. Alors je recommence. Je dis que c'est un grand honneur d'être avec vous pour quelque chose comme une heure ensemble. Et c'est un thème qui m'est très cher, sur lequel j'ai publié un livre il y a 20 ans. Je commencerai par quelques réflexions très, très générales, et puis je viendrai sur des thèmes plus modernes, plus récents. Les thèmes plus généraux, vous les connaissez mieux que moi, aussi bien que moi. La tradition de la fraternité se retrouve dans à peu près toutes les civilisations. On le trouve dans la civilisation grecque, on les trouve en ce moment, je travaille sur un livre sur les relations entre la pensée hindouiste et la pensée monothéiste, et on trouve dans la pensée hindouiste aussi énormément de choses sur l'importance de la fraternité. On le trouve bien avant même dans la pensée mazdaïste et dans la pensée vraiment antérieure au monothéisme qu'on trouve dans ce fascinant univers pré-babylonien. Et puis évidemment dans le monothéisme très tôt, l'idée de ce que les hommes sont tous frères est une évidence qui s'inscrit dans le message d'Abraham, puis dans la suite, avec la dualité entre nous sommes frères, mais en même temps nous sommes différents, et il est très important d'être frère, et il est très important d'être différent. Et cette dualité entre le frère et la différence va être très structurant dans la société. Maintenant, on retrouve ensuite avec le christianisme, et on retrouve dans la réaffirmation du message juif avec ce qui va être dit au IIe siècle avec le Talmud et avec tous les textes qui vont reprendre ce qui est dans le Lévitique sur tu aimeras ton prochain comme toi-même, etc., qui se trouve comme vous savez, dans le Lévitique avant d'être repris par les autres dimensions, les autres branches du monothéisme. Et puis ensuite, il y a eu toute une évolution où le concept a été repris, abandonné, repris, jusqu'à la Révolution française, où il est repris d'une façon absolument géniale. On a d'ailleurs beaucoup de mal à trouver, j'ai cherché, mais c'est très difficile à trouver l'origine de cette formidable devise, liberté, égalité, fraternité,
qui est d'une certaine façon assez indépassable, puisque la fraternité rend compatible la liberté et l'égalité. Sans fraternité, la liberté et l'égalité sont incompatibles. La liberté seule détruit l'égalité, l'égalité seule détruit la liberté. On l'a vu dans les deux, on le voit dans le capitalisme moderne, la liberté détruit l'égalité, on l'a vu dans le communisme, l'égalité détruit la liberté. Et il faut les transcender dans la dimension de la fraternité pour le rendre possible. C'est vraiment une devise absolument géniale. Et puis, avec le temps, le concept a pris différentes dimensions et aujourd'hui, on peut dire qu'il y a autour de la fraternité beaucoup de concepts qui tournent autour, qui sont voisins mais qui ne sont pas exactement les mêmes, qui sont ceux de l'altruisme, ceux de l'empathie, qui renvoient à des choses assez voisines, qui est puisque l'autre est mon frère, je dois me comporter d'une façon qui lui est utile. À l'opposé d'une autre conception des choses qui est je suis différent, donc je dois m'assumer seul d'abord. Et aujourd'hui, avec le temps, on voit se structurer vraiment deux idéologies ou deux conceptions modernes, l'une qui tourne autour de l'individualisme et l'autre qui tourne autour de l'altruisme, dans lequel la fraternité est une forme d'expression de l'altruisme. Celles qui tournent autour de l'individualisme sont aujourd'hui extraordinairement dominantes. Et elles sont dominantes et sont de plus en plus parce que l'individualisme s'exprime de mille et une façons qui peuvent paraître incroyablement contradictoires, mais qui en fait rejoignent une idée commune. En fait, l'individualisme, c'est moi d'abord. Et c'est même moi d'abord tout de suite. Moi d'abord tout de suite. Et ce moi d'abord tout de suite, on le retrouve dans la pensée économique. L'homo economiste, qui est un homme qui s'occupe de lui tout seul, tout de suite. On le retrouve évidemment dans la dimension la plus frappante de l'économie, qui est la consommation. C'est moi d'abord, je veux consommer, et tout le matraquage publicité, c'est moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. On le trouve ensuite dans la pensée de l'individualisme politique, dans le libéralisme politique, qui a ce point commun avec le libéralisme économique que de faire la promotion de l'individu, qui est un grand combat, qui a du sens, mais qui est une promotion de moi d'abord. Moi, chacun de moi doit être libre, plein et entier. Et qu'ensuite on trouve dans des versions plus ou moins dévoyées, qui sont celles du souverainisme, moi d'abord, du populisme, c'est le moi d'abord collectif, mais c'est le moi d'abord, et aussi dans des versions dévoyées ou pas, selon le regard qu'on a sur cet univers, dans le bouddhisme, qui est moi d'abord. Je me cherche, je me trouve, je recherche le bonheur, je cherche à échapper à la souffrance, et je me moque du reste du monde. Et il y a un extraordinaire continuum idéologique autour du moi d'abord qu'on retrouve dans un très grand nombre de points d'accès vers le bonheur, la consommation, le populisme, le racisme, l'individualisme et le racisme sous toutes ses formes. C'est le moi d'abord blanc, le moi d'abord non blanc, le moi d'abord de toutes les façons, pour l'abord des hommes, le moi d'abord des femmes, le moi d'abord de chacun. Qu'on trouve aussi renforcé de plus en plus par les technologies d'aujourd'hui, qui sont des machines à pousser vers le moi d'abord. D'abord, il y a l'enfermement du moi face au spectacle. Le spectacle était très largement un lieu collectif. Il a commencé par le théâtre, qui lui-même était une forme, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de cérémonie religieuse, le théâtre grec. Puis ensuite, qui s'est déplacé dans le temple, puis ensuite dans l'église. Et c'est de là d'où est sorti à la fois le théâtre, l'opéra, le concert, etc. Qui progressivement est devenu de plus en plus une activité solitaire par
l'écoute, ce qui n'est plus l'écoute du concert ou de la musique religieuse au temple ou à l'église, mais qui est l'écoute solitaire du disque, puis l'écoute solitaire du streaming et toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui, vraiment solitaire par l'isolement que représentent les écouteurs, etc. Et donc, tout cela s'est développé, a développé une activité, une dimension supplémentaire de la solitude du mois d'abord, qui aujourd'hui se renforce encore plus avec les jeux vidéo, qui sont, dans lesquels je vais dire un mot dans une seconde. Mais avant les jeux vidéo, ou à côté des jeux vidéo, il y a les réseaux sociaux qui sont des machines à renforcer le moi d'abord, puisque on ne trouve de gratification qu'en étant entouré de gens qui pensent comme vous, qui vous soutiennent. Et donc on s'enferme dans un univers où on est le centre narcissique d'attention, sans s'occuper des autres. Jusqu'à aller au point extrême du moi d'abord, qui est celui qui vient, qu'on pouvait voir depuis longtemps. Moi j'avais écrit un roman curieusement qui parlait d'ailleurs de ce que signifierait le retour ou la venue du Messie aujourd'hui, et dans lequel j'avais imaginé un univers où nous serions entourés d'hologrammes. J'avais écrit ça il y a assez longtemps, et c'est ce qui va arriver. Par le point d'entrée qui va être le plus commode pour l'entrée de l'hologramme, nous ne sommes pas loin de la fraternité, vous allez voir, qui est le jeu vidéo. Parce que tout va passer par le jeu. Tout passer par la distraction, tout passer avant par le religieux et l'art, tout passe par la distraction, mais la distraction va de plus en plus basculer vers le jeu vidéo. Or, le jeu vidéo, si vous voyez comment il évolue, c'est fascinant, il évolue justement vers, naturellement, un jeu qui peut être en ligne ou pas, mais qui est de toute façon une activité solitaire. Je reviendrai sur quelques exemples contraires, et dans lequel la dimension à venir, c'est celle de l'hologramme. C'est très intéressant de voir que Facebook, qui appelle métaverse, qu'on connaît depuis très longtemps sous le nom d'hologramme, il n'y a rien de nouveau dans le métaverse, mais quand les exemples qu'il donne, c'est je vais faire de l'escrime avec un hologramme, je vais faire de la boxe avec un hologramme, je vais jouer aux échecs avec un hologramme. Autrement dit, on va dépenser des sommes folles pour faire seul ce qu'on pourrait faire avec son voisin. Mais ce détour va rapporter énormément d'argent, va nous permettre de jouer fictivement avec des très grands champions, qui seront en fait pas du tout là, qui seront simplement des intelligences artificielles, mais on en arrive au point où on aura, au nom de l'individualisme gratifié, enfermé chacun d'entre nous dans des bulles de solitude extrême, qui sont des bulles de drogue aussi, de drogue, du narcissisme, de la consommation, du plaisir qui sera renforcé parce que ces machines feront en sorte qu'on gagne quand parce que si on ne gagne pas, on ne pourra plus, etc. Donc on a un univers de narcissisme extrême qui est en train de se mettre en place, dans lequel toutes les idéologies dont je parlais tout à l'heure ne sont que des prémices, comme une sorte d'ouverture d'une symphonie grandiose dont le point ultime est la solitude technocratique et technologique de l'être humain, qui deviendra prisonnier des machines et qui lui-même à la fin sera une machine. Donc c'est une société d'une juxtaposition dans le travail, on a aussi la même chose, où les gens sont de plus en plus solitaires et poussés de plus en plus à être égoïstes. Et les entreprises sont de plus en plus des collections de mercenaires déloyaux. Essayez de réfléchir si dans les entreprises dans lesquelles certains d'entre vous travaillent, vous n'êtes pas déjà dans un regroupement de mercenaires déloyaux. Mercenaires parce que les gens, pour la plupart, ne sont là que pour l'argent qu'ils peuvent y gagner ou la carrière qu'ils peuvent y faire, sans y chercher ou trouver du sens. Déloyaux parce que, on le voit d'ailleurs en ce moment d'une façon particulièrement brutale, quand on n'est pas content, on s'en va. Et on s'en va d'une façon rapide, brutale, où on est chassé, mais où on s'en va. Et aujourd'hui, c'est plutôt on s'en va qu'on est chassé. Ça veut dire qu'il y a une reprise en main de l'individu sur sa vie, et tout ça s'inscrit dans un contexte d'une idéologie très séduisante, qui est celle de la liberté.
Je suis libre, je fais ce que je veux, et c'est moi d'abord. Mais dans le moi d'abord, il y a le moi d'abord tout de suite. Parce que c'est pas moi d'abord dans 20 ans, c'est pas moi d'abord dans 30 ans, c'est moi d'abord maintenant. Et c'est là où la bataille idéologique avec ce qu'on peut appeler la fraternité, c'est-à-dire la prise de conscience de l'importance des autres, de l'importance de partager avec les autres, de l'égalité de traitement avec les autres est essentielle. Et c'est là où on se rend compte qu'aujourd'hui, non seulement cette fraternité est battue en brèche de toutes les générations, mais battue en brèche entre les riches qui se disputent chacun, entre les pauvres qui se disputent aussi chacun, mais en même temps, il y a des signes inverses. Et l'idéologie de l'altruisme n'a pas pour autant perdu. En tout cas, dans deux dimensions très importantes. Une qui est aujourd'hui très importante et très visible, et l'autre qui s'annonce pour un peu plus tard. Celle qui est aujourd'hui très visible, qui commence à l'être, c'est le fait qu'on a intérêt à être altruiste. On a intérêt à être fraternel. C'est ce que j'appelle l'altruisme rationnel, ou la fraternité intéressée. C'est d'ailleurs frappant de voir que Adam Smith, le grand économiste qui a écrit ce livre sur la richesse des nations, avait écrit avant, quelques années plus tôt, un autre livre sur l'altruisme, qu'il considérait comme plus important que son livre sur la richesse des nations. Et en gros, il expliquait des choses très simples dans les deux livres, c'est que pour qu'un boulanger réussisse, il faut que ses clients soient contents. Donc, nous avons intérêt, le boulanger a intérêt à être altruiste. Il a intérêt à considérer que l'autre est son frère et qu'il doit le traiter le mieux possible. C'est son intérêt. Et d'une façon plus large, aujourd'hui, on voit de très nombreux exemples de cet intérêt que nous pouvons avoir à ce que l'autre soit le mieux traité possible. Alors, on le voit, l'autre dans la présence du maintenant, l'autre maintenant. On a intérêt que l'autre maintenant soit vacciné, parce que si l'autre maintenant n'est pas vacciné, ça me crée un problème à moi. On a intérêt à ce que l'autre maintenant soit bien formé, parce que s'il est barbare ou inculte, ça va créer des problèmes pour moi. On a intérêt à ce qu'il puisse bien vivre chez lui, même si on n'a pas prêt à accueillir des migrants. On a intérêt à ce que chez eux, ils soient bien, qu'il n'y ait donc pas de raison de venir chez nous. Donc, on se rend compte qu'on a intérêt, dans de très grand nombre de dimensions, à ce que l'autre soit bien. C'est cet altruisme rationnel, cette fraternité égoïste, qui est un oxymore, mais qui est un point de passage de l'égoïsme vers la fraternité, qui est un point de passage qui est aujourd'hui évident dans un très grand nombre de domaines. Et puis il y a toujours dans cette dimension de l'altruisme, de la fraternité intéressée, en dehors de la dimension idéologique ou religieuse, il y a un altruisme intéressé à l'égard d'autres gens qui ne sont pas maintenant tout de suite. C'est la fraternité à l'égard des générations futures. Ce n'est pas une fraternité évidente, mais c'est la fraternité majeure. Marx, je veux dire, l'autre Marx, Groucho Marx, disait je ne vois pas pourquoi je m'intéresserai aux générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi. Ce qui est un argument à l'apparence très fort et qui est l'argument de ceux qui parlent au nom de l'égoïsme. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi? Or, si on veut bien y réfléchir une seconde, on s'aperçoit que cet argument ne tient pas. Parce que supposons, pour prendre un raisonnement mathématique, que, très bien, on ne peut pas compter sur les générations futures, donc supposons qu'il n'y en a plus. Supposons à partir de la minute présente, il n'y a plus personne qui naît sur la planète. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord, on n'aura plus besoin de maternité, ce qui n'est pas très grave, puisqu'on est entre nous. On n'aura plus besoin d'école, ce qui n'est pas très grave non plus, parce qu'on est entre nous. Sauf que les profs seront au chômage, puis ensuite on n'aura plus
personne pourra les remplacer, les éboueurs, les techniciens, les professeurs, on n'en a plus besoin, puisqu'il n'y a plus de jeunes, c'est pas grave, mais aussi les électriciens, mais aussi les médecins. Ah, ça commence à nous toucher. Et donc, tous ceux qui sont vivants et qui, par définition, sont les derniers vivants sur la planète, vont avoir une vie d'enfer assez vite, puisqu'il n'y aura plus personne pour remplacer ceux qui partiront à la retraite, et il n'y aura d'ailleurs personne pour payer les retraites. Donc, on se rend compte, avec un peu de raisonnement, qui a pris quand même 2 minutes de ma part, qu'on a intérêt à être fraternel à l'égard des générations futures. Soit les générations futures déjà nées, soit les générations futures encore à naître. Et on le voit d'ailleurs d'une façon extrêmement concrète aujourd'hui, puisque depuis le Covid, on a perdu un très grand nombre à l'échelle mondiale, mais même à l'échelle française, moins à l'échelle française qu'à d'autres pays européens à l'échelle mondiale. Le fait que beaucoup de gens n'ont pas pu aller à l'école, ou ont perdu des années d'études, et donc on a déjà perdu des cohortes, comme on dit en statistique, d'ingénieurs et de médecins qu'on n'aura pas. Parce qu'ils auront perdu les années ils seront partis ailleurs. En Afrique, c'est effrayant ce qui est en train de se passer du point de vue du désastre de la scolarité dont on paiera le prix dans 20 ans. Donc, on se rend compte qu'on a intérêt au bonheur des générations futures. Et donc, un égoïsme rationnel ou une fraternité rationnelle nous pousserait à créer les conditions d'un monde vivable pour les générations futures. C'est des choses qui ne sont pas évidentes, mais qui pourtant se trouvent pratiquement déjà engrammées dans nos comportements. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on a développé l'éducation? Très tôt, on pourrait se dire, l'éducation, c'est les générations futures, on s'en moque. Et quand on regarde l'histoire longue de l'éducation, on s'aperçoit d'abord qu'il y a des espèces animales qui avaient compris l'importance de l'éducation, pour la raison que j'ai dit. Si vous n'éduquez pas les enfants, ils ne seront pas là pour vous remplacer quand vous ne serez plus en état de faire. Que l'humanité a très très vite compris, disons, il y a 5000 ans, ce qui est quand même très récent si on prend l'histoire humaine, qu'on avait intérêt, peut-être un peu plus d'ailleurs, peut-être 7-8 000 ans, on ne sait pas vraiment, parce qu'on n'a pas beaucoup de sources, mais qu'on avait intérêt à apprendre aux enfants à faire les choses qu'on fait. Par exemple, on a des traces de façon certaine que sous le néolithique, même avant, à la fin du paléolithique, on a un enseignement, puisqu'on a retrouvé des bifaces d'éducation, des bifaces de formation, qui montraient qu'on apprenait aux enfants ou aux jeunes adultes, on ne sait pas très bien qui, à refaire les gestes des autres. On leur faisait à l'identique, donc le monde était répétitif. Mais il y avait déjà cette idée, j'ai intérêt, moi, à ce que mes enfants savent quelque chose. Donc on avait déjà ce souci de transmettre, qui était un souci intéressé, qui n'était pas un souci, ça peut être un souci idéologiquement fraternel, mais c'était aussi une raison rationnelle. Nous avons intérêt à cela. Et aujourd'hui, c'est encore de plus en plus vrai. À l'égard de beaucoup de domaines, on a intérêt à ce que les générations futures se portent bien. C'est pas, on a intérêt à ce que les générations futures aient un bon climat, on a intérêt à ce qu'ils aient une bonne santé, on a intérêt à ce qu'ils aient une bonne éducation, parce qu'on sait très bien, pour ceux qui, d'abord, nous pensons tous que nous sommes immortels. Donc nous pensons tous que nous serons là encore dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Donc on se dit, ceux qui sont jeunes aujourd'hui et qui seront aux affaires avec moi dans 20 ou 30 ans, j'ai intérêt à ce qu'ils soient bien formés, j'ai intérêt à ce qu'ils soient en situation d'avoir un bon climat, parce que moi aussi j'aurai besoin d'eux pour que le climat soit beau quand je serai là, ou quand je serai à la retraite, ou quand je serai plus là. Donc, il y a un début de prise de conscience d'une fraternité à l'égard des générations futures qui est en train de se mettre en place. Très faible, parce que la puissance de la machine du moi tout de suite, puisque vous voyez, entre le moi d'abord, c'est tout de suite, tandis que dès qu'on parle de fraternité, on bascule très vite dans le long terme. La fraternité dans l'immédiat, c'est-à-dire le vacciner mon voisin, c'est bien, mais ça ne suffit pas à donner tout son sens à la fraternité. La vraie fraternité, elle est transgénérationnelle. C'est très important, ça. La vraie fraternité, elle est transgénérationnelle. Elle s'applique dans la durée. Et là, dans certains cas, on franchit un cap qui est que, au-delà de la fraternité rationnelle, qui nous amène à construire l'Europe, qui était un des sujets que vous avez mis en exergue de cette conférence,
nous avons intérêt à l'Europe. Chacun nous avons intérêt à ce que les Européens soient ensemble. Au-delà de cette fraternité rationnelle, apparaît pour certains, et pas pour tous, le plaisir, le bonheur d'être fraternel, indépendamment de l'intérêt qu'on y trouve. Par exemple, si moi je trouve du plaisir à parler avec vous, je trouve du plaisir à vous communiquer mes idées, indépendamment de l'idée que ça pourrait vous être utile ou du sentiment que vous pourriez me retourner un regard de gratification sur ce que je vous donne. Je trouve, moi, du plaisir à le faire. Et le vrai altruisme ou la vraie fraternité, c'est celle qui n'attend pas de retour. Donc on passe d'une fraternité intéressée à une fraternité désintéressée. Je le fais sans attendre de retour. Et qui va même plus loin, quand la fraternité s'exprime d'une façon qui, moi, est celle qui me concerne le plus, je vis, et je dis très souvent, c'est un grand privilège que de pouvoir être utile. Autrement dit, je remercie ceux qui me mettent en situation de pouvoir l'être. Je remercie mes étudiants parce qu'ils me donnent l'occasion d'être utile, de leur être utile, et c'est à moi que cela apporte quelque chose. Et la vraie fraternité, enfin, le deuxième étage de la fraternité, il y a la fraternité rationnelle et il y a la fraternité dépassée, totale, qui est celle de la fraternité qui n'attend pas de retour. Aimer, vraiment, c'est aimer sans attendre de l'être. Sinon, c'est pas aimer vraiment, c'est aimer d'une façon intéressée. Ça fait partie de l'altruisme rationnel. Et au-delà de cela, il y a une troisième dimension de la fraternité qui est en train d'apparaître, qu'on appelle aujourd'hui, dans un langage technocratique, en anglais, puisque l'anglais est en train de tout prendre, One Health. One Health, c'est un concept extrêmement rudimentaire, mais qui consiste simplement à dire que nous sommes, tous les êtres vivants doivent être considérés comme des frères, et nous avons, nous humains, à considérer les autres êtres vivants comme nos frères. C'est un concept vertigineux, parce que d'abord c'est un concept qui peut rentrer dans le concept de l'altruisme intéressé. J'ai intérêt à ce que les autres êtres vivants soient bien portants, parce que j'ai intérêt à ce qu'il y ait une forêt, j'ai intérêt à ce qu'il y ait des animaux, j'ai intérêt, etc. Donc ça rentre dans l'altruisme, dans la fraternité rationnelle. Mais on peut imaginer d'aller plus loin et dire que les autres êtres vivants, indépendamment de l'intérêt qu'ils trouvent, ont une raison d'être eux-mêmes pleinement. Comme moi, si je pense que j'ai intérêt à être fraternel, je pense que les autres ont aussi les mêmes droits. Ce qui amène à ce qui va venir comme un changement radical dans cette troisième étape de la fraternité, c'est le fait de donner des droits aux autres espèces vivantes. Autrement dit, de considérer un mouton comme une personnalité juridique. Il y aura un droit, des droits, des devoirs aussi, si possible, mais des droits. Et donc, il pourrait ester en justice contre l'être humain. Il y a des pays, c'est le cas au Canada, dans certaines provinces, en Colombie ou en France, il y a quelques réflexions très intéressantes par des philosophes sur le fait de donner le droit à un fleuve. Il y a un livre qui vient de paraître sur la Loire. Que se passerait-il si on donnait à la Loire la possibilité d'ester en justice? Très intéressant comme perspective. Donc ça veut dire ce concept de One Health ou de fraternité globale qui ouvre à des perspectives phénoménales, qui sont des perspectives vertigineuses par rapport à ce que nous sommes et à ce qu'est la nature humaine aussi. Et je reviens là-dessus parce que je suis peut-être un peu long et assez loin de ce que vous m'attendiez, parce que vous m'attendiez peut-être sur la France, le programme présidentiel, et je n'avais pas envie de parler de ça. Mais je pourrais en parler sur vos questions. Mais qui nous amène à des perspectives vertigineuses sur plusieurs dimensions. D'abord, la place du religieux, qui est celle qui doit le plus exprimer ce discours en soi. Deuxièmement, comment articuler le religieux avec
cette fraternité globale, en sachant qu'il y a, en tout cas dans le discours monothéiste, et étant moi-même d'une autre branche du monothéisme que cette merveilleuse institution qui nous reçoit, je sais qu'il y a dans ma tradition l'idée que l'homme est supérieur à la nature. L'idée que la nature est là pour servir l'homme. L'idée que l'homme doit maîtriser la nature. L'idée qu'un jardin, c'est mieux qu'une forêt. L'idée que les animaux sont au service des hommes. On trouve ça dans 50 passages de la Bible. Comment articuler cette situation avec l'idée que nous sommes frères au-delà même de l'espèce humaine? C'est une question. Comment l'articuler aussi avec les textes qui dans la Bible sont d'une férocité extrême sur la place des femmes qui n'existe pas, le droit à la peine de mort, la glorification des combats, enfin toute une série de textes qu'on retrouve dans ce que vous appelez l'Ancien Testament et que j'appelle la Bible, qu'on trouve aussi dans d'autres textes, même si le Nouveau Testament a été, si je peux me permettre, une révolution dans la mesure où il a balayé tout ce qui antérieurement n'était pas l'amour. Et donc il a donné à la dimension de l'amour qui se trouve dans le texte précédent une suprématie sur tous les autres textes, mais sans pour autant abandonner tout ce qu'il y avait dans les autres textes qui étaient, en particulier dans le Lévitique, impitoyables en termes de droit et de manifestation de droit à la barbarie au nom de la loi. Et puis il y a une deuxième dimension sur laquelle il faut réfléchir et qui est très importante, c'est celle de ce que la fraternité est non seulement essentielle pour préserver la survie ainsi du fonctionnement de nos sociétés, tel que je viens d'exprimer, elle est encore plus fondamentale pour préserver l'existence même de l'être humain. Quand on regarde l'évolution de la condition humaine depuis l'Antiquité, on s'aperçoit que nous sommes dans une histoire qui peut se résumer à une phrase très simple. Nous sommes dans une histoire dont la fonction est d'être une machine à traduire l'homme en un objet. Pourquoi? Bien parce que nous avons tous besoin de donner une réponse à la peur de la mort. On a très longtemps donné des réponses religieuses, et puis pour des tas de raisons, les hommes ne s'en sont plus contentés et ont cherché une réponse à la peur de la mort terrestre. La santé, la transmission aux générations futures, l'inscription dans l'histoire, etc. Et on se rend compte aussi que pour beaucoup d'hommes, cette réponse-là ne suffit pas. D'où l'idée qu'on voit apparaître chez certains de ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'idée que la réponse à la peur de la mort, c'est l'immortalité terrestre, non pas dans un au-delà plus ou moins imaginaire, qui a été peu à peu construit à travers les siècles depuis Ézéchiel, disons, jusqu'à Saint-Augustin au moins, avec différentes variantes sur ce qu'est l'enfer, le paradis, tout ça, mais qui est, non, mais ça ne m'intéresse pas, ce qui compte c'est l'immortalité. Et l'immortalité terrestre, qui est le grand combat que beaucoup espèrent mener, et en fait veut dire transformer l'homme en quelque chose qui pourra survivre. Mais est-ce que c'est encore l'homme? Est-ce que c'est encore un être humain? Ou est-ce que c'est pas progressivement transformer l'homme en une prothèse qui progressivement aura des organes artificiels, des organes de remplacement, des aspects divers? Au fond, nous sommes dans cette pièce tous mortels. Tous ceux qui sont dans cette pièce mourront un jour. Cette table sera encore là. Autrement dit, nous avons tous conscience que les objets sont plus durables que nous. Et nous avons l'idée, en tout cas certains, qu'au fond, si on devenait un objet, on serait beaucoup plus immortel que si on restait un être vivant. Ce qui est absurde, parce que ça veut dire d'être immortel en étant mort. Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est vers ça qu'on va. Et la grande bataille de la fraternité, ça consiste à dire, wait a minute.
il est plus important d'être un être vivant, un être d'amour, un être d'échange, qui pense le destin de la conscience humaine dans le progrès de la conscience et non pas de la matière, qui cherche la raison d'être de l'humanité dans la prolongation de son existence pour trouver une réponse aux questions qu'il ne sait même pas encore formuler, parce que nous ne savons pas encore formuler toutes les questions que j'ai trouvées si bien formulées dans quelqu'un dont je ne sais pas s'il est en odeur de sainteté ici, mais qui pour moi est un de mes maîtres, c'est-à-dire le père Teilhard de Chardin, qui pour moi est un très grand philosophe qui avait compris qu'une des raisons d'être de l'humanité, c'était de devenir un esprit pur, et non pas un objet. Un esprit pur collectif, une sorte de fraternité spirituelle, qui permettrait peut-être un jour de trouver une réponse à la question, mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi est-ce que le hasard a fait que, après tant d'histoires et d'aventures depuis 13 milliards d'années, on est arrivé à se poser la question même du sens? Et je pense que la vraie raison de la fraternité, c'est ça. C'est de créer progressivement une réponse immatérielle contre la matière, contre l'immortalité matérielle, dans la recherche du pari qu'un jour peut-être, dans 1000 générations, les esprits se dépassant, peut-être avec les esprits d'autres espèces, parce que peut-être qu'un jour, on saura ce que disent les arbres, on saura ce que pensent les chats et les chiens, on pourra converser avec eux, ils nous apprendront beaucoup. Quand on devine un peu ce qu'ils pensent, on a l'impression de savoir vertigineux, mais on ne sait pas encore. Et peut-être qu'un jour, en mettant tout ça en commun, la fraternité nous apportera une réponse. Je vous remercie. Alors, si vous voulez que je vous réponde sur l'Europe ou les sujets plus prosaïques, ce sera avec plaisir. Voilà, si quelqu'un a une question, on va prendre un temps de questions-réponses, puis ensuite on libérera. Je sais que j'ai bousculé votre agenda et que vous êtes pris à 19h30 impérativement, donc je vous laisserai à 19h. On a 1h30. Je vous laisserai à moins 20. D'accord. Tout d'abord, merci pour l'organisation de cette conférence. Merci pour votre présence. Je suis Rémi Goubert, étudiant à Assas dans l'association Génération Maastricht. On est nombreux là. Et j'avais une question. Vous parliez de fraternité des générations plus anciennes pour les nouvelles générations, donc nous, du fait de notre âge. Quelle solution, parce que vous avez en effet écrit un livre récent sur les propositions pour la présidentielle, etc., quelle solution concrète est-ce que vous proposez pour faire en sorte que notre génération, celle des attentats, celle du Covid, celle de tout ça, puisse s'en sortir davantage? Merci. On est reparti pour 2 heures, là. D'abord, je dis souvent en réponse à ce genre de problématique que vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des acteurs. De toute façon, quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, pour l'exemple d'un match de foot. Si je suis spectateur d'un match de foot, je suis optimiste ou pessimiste pour l'équipe que je soutiens. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle va gagner, elle va perdre. Mais si je suis joueur, si je suis un des joueurs sur le terrain, ça ne sert à rien d'être optimiste ou pessimiste. Par définition, l'attitude optimiste ou pessimiste, c'est une attitude de spectateur. Si je suis sur le terrain, je cherche à savoir quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quelles sont les forces des adversaires, comment je peux faire mieux avec mes partenaires. Donc, votre question n'appelle pas une réponse de moi qui soit une recette immédiate. C'est à vous à le faire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est possible, qu'il y a des moyens qui ne dépendent pas de moi, mais qui dépendent de vous et de tous les autres, pour que votre vie soit la meilleure possible. Or, quand on regarde ce qui vient devant nous, la probabilité du pire est grande, la probabilité du meilleur existe, mais comme nous ne sommes pas, ni vous ni moi, des spectateurs, la question c'est qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour que le meilleur réussisse et pas le pire. Le pire, on peut le décrire, hein, la crise climatique, fin de la diversité, la disparition de l'espèce humaine, tout ça à échelle d'un siècle, c'est possible. Mais c'est pas nouveau. Depuis 1945, on sait que l'espèce humaine peut se détruire avec l'arme nucléaire.
Depuis 65 millions d'années, on sait que la vie peut largement disparaître sur la planète. C'est arrivé avec 65 millions d'années avec un truc, semble-t-il, qui nous est tombé sur la tête. Donc on sait ça. C'est pas nouveau. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter. Ce qu'on fait pour l'éviter, pour moi, se résume à une chose très simple. Ne rien faire sans penser à la conséquence que ça aura sur les gens qui vivront dans 50 ans. Ce qui se résume aussi à des choses très simples. Tous ceux qui, dans cette salle, ont des enfants, savent ou devraient savoir que la première chose que font les parents, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais est utile aux enfants? Or, par égoïsme, très souvent, les parents disent, bon, les enfants, ils vont me suivre, ils se débrouilleront. Je fais ce qui est bon pour moi, je fais le métier que je veux, je vais au théâtre si je veux, je déménage si je veux, je divorce si je veux, je ne m'occupe pas des enfants et ils suivront. Or, la clé, c'est d'agir dans l'intérêt des enfants. À la fois parce que, au bout de la route, c'est là où on trouve son plaisir, et ensuite parce que ce sont les enfants qui créeront les conditions de notre propre survie par rapport à l'altruisme. Donc, toutes les mesures dépendent de ça. Et ma réflexion problématique ou programmatique par rapport à ça s'articule autour de 3 idées. Première idée, l'altruisme ou la fraternité à l'égard des générations futures. Deuxième idée, construire une société que j'appelle une société positive, c'est-à-dire une société où tout est fait dans l'intérêt des générations futures. Tout. Tout est construit dans leur intérêt, à chaque instant du regard. Troisième niveau, dans le champ de l'économique, ne privilégier que les secteurs qui sont utiles à une société positive, elle-même utile à la fraternité de long terme. Qu'est-ce que c'est que, quels sont les secteurs économiques qui sont favorables aux générations futures? C'est ce que j'appelle les secteurs de l'économie de la vie, par opposition à l'économie de la mort, et tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est à faire disparaître au plus vite les secteurs de l'économie de la mort, qui sont tous qui tournent autour des énergies fossiles, tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire les énergies fossiles elles-mêmes, la mobilité fossile, le tourisme fondé sur les énergies fossiles, le plastique, la chimie, les vêtements que nous portons les uns les autres, tout ce qui tourne autour de ça, le plastique, etc. Tout ce qui tourne autour d'autres éléments de la mort, c'est-à-dire le sucre artificiel, une mauvaise agriculture, les autres formes de drogue et de poison de toute nature, y compris un usage excessif des jeux vidéo. Et quand on regarde ces secteurs-là, c'est 60 à 70% du PIB mondial. En France, c'est plus de 60%. Le reste, les secteurs de l'économie de la vie, santé, éducation, recherche, culture, énergie renouvelable, digitale, agriculture saine, alimentation saine, finances durables, c'est entre 35 et 40% du PIB. Donc le chantier est simple. Par tous les moyens de la production, de la consommation, du vote, du comportement comme épargnant, du comportement militant, du comportement associatif, maximiser la part de l'économie de la vie sur l'économie de la mort dans chaque dimension. Ça dépend de chacun de nous. On pourrait le faire comme consommateur, comme travailleur, comme épargnant, comme citoyen, comme militant associatif, dans toutes les dimensions. Ça, c'est la chose première à faire. Et puis aussi, parce que l'économie n'est pas tout, faire en sorte qu'une large partie de la vie ne soit pas dans l'économie, mais soit ailleurs. Si vous prenez un domaine que j'ai passé du temps à le comprendre, c'est celui de l'alimentation. Le repas est anticapitaliste, par nature. Parce que quand je mange, je ne travaille pas, je ne consomme pas de ce que je mange, et je bavarde avec les autres. Très dangereux. Donc depuis le 19e siècle, le capitalisme a tout fait pour tuer le repas. Il y arrive. On passe de moins en moins de temps ensemble, on ne déjeune plus, on ne dîne plus, on grignote tout au long de la journée, on devient obèse, donc malade, donc on prend des médicaments, etc. etc. Donc il y a une sorte de structure, je ne dis pas de complot, mais de structure qui a créé un énorme marché économique, là où il ne devrait pas y en avoir. Là où on devrait conserver du temps, du vrai temps, ce que les philosophes appellent du bon temps, qu'on défendrait contre l'envahissement de la marchandise, qui est envahi quand on passe 10 minutes à manger un sandwich devant son ordinateur, et que dans l'après-midi, on grignote des cochonneries sucrées ou salées. Ça, c'est un des exemples de la bataille nécessaire. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'autres dimensions. Il y a
éducative et dimension de santé. Dans ce livre, on a rassemblé 250 propositions pour y parvenir, qui sont en effet des choses qu'on espérera voir venir dans une campagne présidentielle, qui sont à la fois au niveau national, au niveau européen, au niveau plus largement mondial. On l'a proposé et on espère agir. Je fais cela en ayant présent à l'esprit une phrase de Marx, l'autre, Karl, qui interrogé par ses amis socialistes au moment de la création du Parti socialiste prussien, allemand, il lui avait envoyé leur programme et ils avaient demandé au vieux maître, qui était à la fin de sa vie, qu'est-ce que vous pensez de notre programme? C'était le congrès de Gotha, premier congrès du Parti socialiste. Et Marx a répondu une réponse brillantissime et cinglante. Marx n'était pas marxiste. En leur expliquant que c'était sans intérêt, que ça ne servait à rien, que de toute façon le socialisme ne viendrait qu'après le capitalisme à la place et que ce n'était pas la peine de chercher à le faire en Allemagne. Et puis il a envoyé cette lettre qui est un document magnifique qui s'appelle Critique du programme de Gotha. Et il avait signé son envoi par une petite phrase en latin, parce qu'il parlait parfaitement latin. Dixi et salvavi animam meam. Ce qu'on peut traduire par je dis ça, mais je ne pense pas que ça va se marcher, mais je dis ça pour sauver mon âme. Ce qui, de la part de Marx, c'était quand même intéressant. Et j'ai souvent eu cet état d'esprit moi-même. Je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais je le fais pour sauver mon âme. Maintenant, c'est à vous à sauver la vôtre. Très bien. On a encore 10 minutes, si vous voulez. Une petite question. Comment vous articulez la fraternité par rapport aux deux autres notions qui sont la solidarité ou le communautarisme? Vous savez, c'est le personnage de Humpty Dumpty, le lapin dans Alice au Pays des Merveilles, qui disait les mots veulent dire ce que je décide qu'ils veulent dire, la question est de savoir qui est leur maître, le maître, eux ou moi. Donc on peut prêter à ces mots des sens différents. Pour moi, la solidarité, c'est quelque chose de très limitatif. C'est le fait d'avoir conscience qu'on a intérêt à être ensemble pour réussir quelque chose de commun. Ce n'est pas aussi vaste et aussi profond que la fraternité qui a plus de conscience du respect du droit égal de l'autre. Le communautarisme, c'est très dangereux pour moi parce que ça veut dire que je ne suis frère que de ceux qui sont dans ma communauté. Et donc là, ça ouvre à tout ce qu'on voit, tous les dangers, les dérives d'aujourd'hui. Donc, la solidarité est la dimension la plus sommaire au sens de social de la fraternité, qui est, elle, un concept philosophique, et le communautarisme est un dévoiement de la solidarité, pour moi. Voilà, s'il y a une dernière question. Dernière question. Axel. Monsieur Attali, bonjour. Merci pour vos propos. Vous aviez dit que la fraternité est essentielle pour sauvegarder l'avenir de la société, et je suis d'accord avec vous. Mais vous avez dit aussi qu'on vit aujourd'hui dans une tendance profondément individualiste. Et dans ce contexte, je me demande si, disons, je pense que l'homme n'est pas naturellement est un peu naturellement individualiste et qu'il aura du mal à se soucier du bien-être de son prochain et du bien-être de la nature. Et je me demande, dans cette disposition d'esprit, est-ce que vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui dans la société imposer un peu cette fraternité, imposer ces liens fraternels entre les hommes? D'abord, j'ai essayé de vous expliquer que la fraternité commence par la fraternité rationnelle. Alors, la prise de conscience qu'on a intérêt à être rationnel. La prise de conscience, et on le voit à chaque dimension, et il faut insister là-dessus, nous avons intérêt à être fraternels.
Et ensuite, on passe, quand on a réussi cette première étape, à se rendre compte qu'on trouve du plaisir à être fraternel, même si on n'y a pas intérêt. Donc, il faut d'abord vivre la fraternité comme un acte d'égoïsme. J'ai intérêt à être fraternel. L'exemple du vaccin en est un, l'exemple de l'unité européenne en est un autre, l'exemple de l'éducation, j'en ai pris plein. On a intérêt à être égoïste. Alors, la fraternité imposée, c'est le pire. C'est l'utopie de Thomas More, c'est la dictature stalinienne, c'est je fais votre bonheur contre votre gré, ce qui est d'ailleurs une question qui n'est pas facile, parce que quand je dis tout à l'heure il faut décider dans l'intérêt des générations futures, on pourrait très bien imaginer que ça se traduise par très bien, donnons le droit de vote aux générations futures et qu'elles nous imposent leurs décisions. Et qu'on dise, bon, ben, après tout, il suffit de dire qu'il y a un dictateur qui parle au nom des générations futures et qui nous impose nos décisions. Je pense qu'il est très important, et je vais conclure là-dessus, très important de comprendre qu'on est dans un dilemme très difficile, qui est que nous devons construire une société fraternelle à l'égard des générations futures sans passer par la dictature. Parce que vous avez raison, c'est une tentation. Et cette tentation, on l'a connue dans le passé. Quand on regarde ce qui s'est passé avec la naissance de la social-démocratie, on a souvent dit, de façon courte, la social-démocratie commence avec Roosevelt, qui met en place les grands travaux, ou avec les Suédois, qui mettent en place les premières amorces de la sécurité sociale. Le premier programme de grands travaux et de social-démocratie, c'est Mussolini en 1922. Le deuxième programme de social-démocratie, c'est Lénine en 1924. Le troisième, c'est Hitler en 1933. Et Roosevelt n'a été que le quatrième. Autrement dit, on a balbutié en passant par une social-démocratie totalitaire avant d'en arriver à une social-démocratie démocratique. Et aujourd'hui, il y a le même risque. On le voit avec le modèle chinois, qui parle au nom des générations futures, la survie de la Chine, etc., qui impose un modèle au nom de l'avenir. Nous, en Europe en particulier, parce que les États-Unis sont, à mon sens, perdus dans ce débat, parce qu'ils sont vraiment dans un narcissisme individualiste qui va les conduire au suicide, nous avons à construire une société démocratique dans l'intérêt des générations futures. Si on n'y arrive pas, ou on va tomber dans le modèle américain ou anglais, c'est-à-dire le chacun pour soi, y compris communautaire, et ça sera la guerre civile, ou alors on va se jeter dans les bras d'une puissance autoritaire qui nous imposera l'intérêt des générations futures. Et c'est ça le dilemme, la grande difficulté que les plus jeunes d'entre nous ce soir auront à affronter. Construire une société dans l'intérêt des générations futures sans passer par le totalitarisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jacques Attali pour ces paroles. Et je vous remercie tous personnellement d'être venus ce soir. Alors, pour vous dire juste un petit mot sur la genèse de cette intervention, j'avais voulu que Jacques Attali intervienne notamment devant des étudiants, parce que tous les jours, je suis un petit peu attristé de voir l'égoïsme et l'individualisme de la part de mes camarades, et de voir vraiment cette polarisation des jeunes qui prennent des positions très extrêmes, très radicales, et qui pensent pouvoir vivre justement qui vivent de leur passion. Et je trouve qu'il n'y a plus de rationalité, plus de consensus, plus de bon sens. Voilà, donc je garde foi en la vertu de l'espérance, toujours. Et j'ai été très content de cette intervention. J'espère que ça a pu éveiller des consciences, voilà, avec les étudiants qui sont parmi nous ce soir. Voilà, merci beaucoup. J'étais heureux d'être là, et si vous me réinvitez, je reviendrai. Merci. Alors, rapidement, comme je l'ai dit, c'est un cycle de 4 conférences. La prochaine aura lieu le 27 février. Le 27 janvier, ce sera la fraternité en politique, et l'intervenante sera une élue locale de Drancy, Clémentine
Makangila Debo. Et la troisième conférence aura lieu le 17 mars sur la fraternité dans un engagement local, avec quelqu'un qui est engagé dans une session locale du 5e probablement. Et le 28 avril, ce sera la fraternité, le dialogue interreligieux. Si certains parmi vous sont intéressés de savoir les rendez-vous prochains, vous pouvez mettre votre adresse mail sur le papier à la sortie et on vous communiquera les informations. Merci. Bonne soirée. Oui.